Alors, comment est-ce que ça va se passer pour aller justement à Bamako, je pense, ou bien dites-nous comment est-ce que, quelle est l'actualité qui domine? Oui, nous allons prendre les routes pour aller au Mali où la contestation contre le gouvernement d'Ibeka ne faiblit pas. La rue toujours envahie par des manifestants ces derniers jours, des manifestations violentes d'ailleurs. La télévision nationale a dû interrompre partiellement ses programmes. Notre correspondant permanent au Mali était sur le terrain lors des faits. Nous sommes en direct avec lui depuis Bamako. Sangoulé Danyoko, bonjour. Bonjour Pape Alioune Sarr et à toute l'équipe de la matinale Tok Tok Sénégal. La troisième grande manifestation au Mali a laissé des traces. On parle de plusieurs morts et des blessés également. Pourquoi cette manifestation dite pacifique au début a viré dans la violence? Oui, en effet, c'était une marche pacifique puisque les organisateurs, c'est-à-dire les leaders du mouvement du M5, l'avaient voulu ainsi et c'est ce qui était d'ailleurs inscrit dans la demande d'organisation de la manifestation qui avait été adressée au gouverneur du district de Bamako. Mais une fois sur place, comme vous le savez tous, c'était la troisième mobilisation. Une fois sur place, il a été demandé à ceux qui étaient mobilisés sur place d'observer la désobéissance civile. Par désobéissance civile, les leaders entendaient par là que les populations aient coupé l'accès des services publics aux usagers et aux travailleurs. Et c'est ce qui était prévu et les marcheurs se sont dispersés. D'aucuns sont partis vers l'Assemblée nationale et d'autres vers la télévision nationale. Et c'est dans ces deux endroits symboliques d'ailleurs qu'on a pu constater, n'est-ce pas, des débordements. On ne sait pas trop pourquoi, mais les locaux et de l'Assemblée nationale et de la télévision nationale ont été saccagés. Du feu a été mis à certains endroits, du mobilier a été emporté et il y a eu mort d'homme puisque la police venue pour essayer de disperser cette foule a fait usage de gaz lacrymogène et de balles. D'accord? Et donc actuellement, c'était un mort, mais le Premier ministre Boubou Cissé s'est rendu au chevet des blessés à l'hôpital de Gabriel Touré et à l'heure actuelle, on dénombre 3 morts et plus de 75 blessés répartis entre l'hôpital de Gabriel Touré et les différents centres de santé communautaire des districts de... Sangoulé Danyoko, ce samedi 11 juillet, Ibeka s'est adressé à la nation. Il a dissous la Cour constitutionnelle. Mais pouvons-nous nous dire les réactions des organisateurs de ce rassemblement? Est-ce qu'ils ont condamné ces débordements ou bien se félicitent-ils de la mobilisation? Oui, Alioune Sarr, après la mobilisation, après les casses malheureux qu'on a pu voir, en tout cas à travers les images, des reportages et sur les réseaux sociaux, les responsables n'ont pas fait en tout cas de déclaration officielle pour condamner. Mais quand même, on peut en tout cas noter que les leaders se réjouissent de la forte mobilisation qu'il y a eu, comme ce fut le cas le 5 juin et le 19 juin. Et à l'heure actuelle, ces leaders-là, est-ce qu'ils sont même en mesure aujourd'hui? Tok Tok Sénégal. Oui. Quelques problèmes de liaison, mais je pense qu'il est encore là, Pape Alioune Sarr. Oui, il est encore là, Sangoulé Danyoko, qui nous parlait tout à l'heure de l'actualité forte au Mali, notre correspondant qui était en direct avec nous. Si c'est bon, avec la complicité de la régie, nous allons une question à lui poser. Si c'est bon, nous allons retrouver notre correspondant Sangoulé Danyoko depuis Mali qui commentait un peu l'actualité forte, oui, dominée par des manifestations violentes qui ont eu lieu ces derniers jours et qui ont occasionné plusieurs morts et une vingtaine de blessés. Sangoulé Danyoko, une dernière question pour vous. Le M5 n'exigeait plus la démission de Ibeka, mais lors du rassemblement, cette démission redevient au centre de la revendication populaire. Oui, Papa Alioune, c'est vrai que la démission n'était plus au centre des revendications puisqu'on a pu constater qu'après la forte mobilisation du 19 juin, avec plusieurs réunions qu'il y a eu, la démission n'était pas forcément la revendication centrale, puisqu'entre-temps, le mouvement avait fait des propositions allant dans le sens de l'ouverture d'une période transitoire et du choix d'un Premier ministre qui allait revenir au mouvement. C'est d'ailleurs pourquoi la revendication de démission du président n'était pas au cœur des activités. Mais cette fois-ci, c'est revenu parce que si les leaders n'étaient pas forcément dans cette dynamique, il faut noter que cette foule-là qui a fait le déplacement avait des pancartes et des banderoles avec toujours inscrit dessus la démission du président de la République. Donc aujourd'hui, on peut noter qu'après ce qui vient de se passer, la démission du président de la République va revenir au cœur, n'est-ce pas, des revendications de ce mouvement-là. Et dans les jours à venir, on verra où est-ce que ça va nous mener. Est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée?
Est-ce que ça va s'arrêter? On ne sait pas trop. Mais ce qu'il faut aussi noter, l'information de taille, c'est que l'imam Mahmoud Dicko, qui est la caution morale de tout ce mouvement-là et qui était là le 5 et le 19, n'était pas présent, n'est-ce pas, lors de la dernière manifestation. Et donc, il était absent. On ne sait pas trop pourquoi. Mais actuellement, ce qu'il faut noter, c'est que le pays est sans dessus-dessous et les jours à venir nous diront certainement comment est-ce que tout ça va finir, sans noter que le pays attend des émissaires de la CEDEAO. Merci Sangoulé Danyoko pour tous ces éclairages. Nous nous excusons un peu de cette coupure de liaison indépendamment de notre volonté. Mais vous le savez bien, la marque d'Immédiat, la marque de Tok Tok Sénégal, c'est de vous livrer les informations d'ici, mais aussi d'ailleurs. Après le Mali, nous faisons un retour au Sénégal, mais nous ne changeons pas de sujet. Oui, nous allons parler, d'ailleurs, approfondir cette crise malienne avec un professeur, le professeur Bakary Samb, qui est en direct avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur de Timbuktu Institute African Center for Peace Studies, fondateur également de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique. Première question, professeur Mahmoud Dicko, il est devenu le visage du M5 au Mali. On peut dire que quand l'imam prêche, c'est tout le gouvernement qui vacille. Qui est cet homme? Cet homme et son ascension sont le symbole même de l'échec de la classe politique malienne qui a fait son entrée fracassante sur la scène politique à partir de 2009 déjà, lorsqu'il contestait le code de la famille qui a été voté majoritairement à l'Assemblée nationale et que par sa pression sur les gouvernants, ce code a été retiré purement et simplement au temps de ATT. Puis viendra la crise sécuritaire et politique dans laquelle il va jouer un rôle très important en étant même l'intermédiaire pour que les djihadistes puissent laisser passer l'aide humanitaire à un moment. Mahmoud Dicko est depuis 16 ans jusqu'en 2019, il a été le président du Haut Conseil islamique du Mali. Très influent, allié de IBK dès les élections de 2012-2013 avec 200 mouvements islamiques qui ont soutenu IBK grâce à lui avec 200 millions de francs d'aide dans la campagne de IBK qu'il croyait contrôler une fois arrivé au pouvoir. Hélas, des événements se sont déroulés tels que la nomination de Soumaïlou Boubé Maïga, mais aussi le fait qu'il soit Premier ministre, sachant que Dicko pense que c'est Soumaïlou qui a pu lancer les milices Gando Izo et Ganda Koy dans le centre du Mali jusqu'à arriver au massacre d'Ogossagou et les conflits intercommunautaires dans le centre. Bref, des liaisons dangereuses au début, un soutien politique, mais finalement un divorce brutal que l'on découvre dans le landerneau malien, à un moment où la classe politique est complètement affaiblie, aussi bien l'opposition que la société civile. Mais professeur, pourquoi l'imam Mahmoud Dicko fait-il si peur au Mali? Au Mali, il suscite un peu d'espoir parce que vous savez, dans toutes les démocraties, lorsque le pouvoir en place arrive à parfois réduire l'opposition à sa plus petite expression, comme disent certains, quand la société civile est complètement combattue, quand toutes les forces vives ont été affaiblies par les institutions de par la domination d'un parti au pouvoir, cela donne des mouvements sociaux qui naissent comme ça et qui sont contrôlés par des loups solitaires. Imam Dicko a su profiter des frustrations qu'il a instrumentalisées. Bref, une islamisation des contestations, mais en plus il a réussi quelque chose de mieux ou de pire si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il a réussi à agréger autour de lui toute la classe politique qui se retrouve derrière son offre, certainement d'essence religieuse, mais une offre bien emballée par tout ce vocabulaire contestataire pour la bonne gouvernance, contre la corruption, quand il parle de corruption à ciel ouvert. Bref, il a pu jouer des peurs et des appréhensions de la population malienne dans une ambiance où la sécurité n'est pas au rendez-vous, où malgré la présence militaire étrangère de la France, mais aussi de la MINUSMA, la sécurité n'est pas de retour à Bamako. Eh bien, dans cette atmosphère-là, voilà qu'émerge un leader religieux qui a fait ses preuves dans le passé, qui arrive à engranger toutes les formes de contestation, mais aussi qui a réussi à agréger autour de sa personne toute la classe politique malienne, depuis la gauche jusqu'à la société civile, en s'imposant comme véritable homme du moment.
Vous avez raison, professeur, c'est l'homme du moment, mais cette instabilité politique peut-elle être un terreau fertile pour les djihadistes si on sait que le Mali a failli devenir un bastion des terroristes s'il n'y avait pas eu l'intervention des forces françaises? Le Mali est devenu le bastion de ces groupes. Quand on regarde la situation au nord, au début, l'intervention Serval, puis Barkhane, l'objectif était de faire disparaître les groupes terroristes. Malheureusement, les groupes se multiplient aujourd'hui. Et on voit que le centre a été contaminé. Et à partir du Mali, d'autres épicentres sont en train d'émerger, comme le Burkina Faso, et de manière vraiment imprévisible, ce qui est arrivé récemment en Côte d'Ivoire. Donc l'épicentre malien est en train de déborder sur ses pays voisins, comme le Niger et le Burkina Faso. Et aujourd'hui, en plus de la crise du Nord, nous avons la crise du centre, mais aussi cette crise-là dans la zone des 3 frontières dites du Liptako-Gourmand, entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Donc véritablement, c'est dans cette atmosphère-là, sécuritaire, très lourde, que se déclenche une crise politique à Bamako qui rappelle véritablement les tristes moments des années 2011-2012 avec la crise malienne qui n'a cessé d'évoluer jusqu'à nos jours. Professeur, restez avec nous parce que Boubacar a une dernière question pour vous. Professeur, juste cette incursion, les États voisins comme le Sénégal ne doivent-ils pas surveiller ces remous internes au Mali à cause de l'hydre terroriste qui frappe à toutes les portes? Un proverbe burkinabé dit que quand la case du voisin brûle, il faut se mouiller la barbe. Et je crois que véritablement, je l'ai dit depuis très longtemps, les frontières maliennes ne sont pas seulement un problème pour le Mali. C'est un pays voisin du Burkina Faso, du Niger, mais aussi du Sénégal. Et je crois que au regard de l'actualité régionale, au regard de cette atmosphère d'insécurité, ce qui se passe au Mali doit nous interpeller. On doit